Wikipédia est-il vraiment pauvre? À chaque fois qu'on se connecte, c'est un bandeau de dons. Ça fait 20 ans que ça a l'air d'être la dèche. Et pourtant, on parle du 4e site le plus visité du monde. Alors, pour y voir plus clair, plongeons dans les rapports financiers de la Wikimedia Foundation, maison mère de Wikipédia. Déjà, ils sont en bénéfice tous les ans, voire en croissance, plus 15% depuis 2022. Bon tout va bien, non? Il y a un petit problème. On parle du chiffre d'affaires là. Le bénéfice, lui, ne croît pas. Il stagne aux alentours des 6 à 8 millions de dollars. 6% de bénéfices pour une entreprise mature, c'est pas ouf. Il suffit d'une mauvaise année pour passer dans le rouge. Surtout que Wikipédia, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. 665 millions de dollars dépensés entre 2021 et 2024. Pour un site qui ressemble à ça, alimenté uniquement par des bénévoles. Mais et si je vous disais qu'en fait, Wikimedia gonfle ses dépenses volontairement? C'est car Wikipédia, c'est le centre du monde de la connaissance. Une encyclopédie omnisciente, le cerveau collectif ultime. Le site qui sait tout sur tout. Ou presque, regardez ça. Et oui, cette section est vide, même Wikipédia n'a pas trouvé une seule critique sur CyberGhost VPN. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. C'est pas le seul site qui dit ça. Une très bonne note sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs. Imaginez si demain, un hacker essayait d'écrire une page Wikipédia sur vous avec tous vos mots de passe. Ce serait utilisateur fantôme, intraçable. Et tout ça, c'est grâce à CyberGhost VPN. Mais ça s'arrête pas qu'à la protection de vos données sur les Wi-Fi publics. Vous pouvez aussi débloquer les contenus bloqués dans votre pays. À vous, le catalogue Netflix US et Disney+. Mieux, faites des économies de malade, comme Spotify à 1,50€ et même des billets d'avion et hôtels moins chers en quelques clics en réservant depuis la destination. Et vous voulez une dernière astuce? Depuis un serveur albanais, YouTube retire toutes les pubs. Et oui, sans même payer le premium. Mais bon, soyez cool avec nous, ça reste entre nous. Bref, des tas d'astuces et de bons plans auxquels vous pouvez accéder grâce à CyberGhost VPN. Et devinez quoi? Sur Technotrash, on offre une réduction de 83% et 4 mois gratuits. Protégez jusqu'à 7 appareils pour seulement 2,03€ par mois. Le lien est en description. Bon, retour aux dépenses de Wikimedia. En fait, elles sont gonflées parce que c'est pas une vraie entreprise, mais une organisation à but non lucratif. Son but n'est donc pas de faire du profit, mais de répondre à une mission. Et c'est pas juste philosophique, c'est aussi juridique. Déjà, vous pouvez engager des bénévoles. Chez Wikipédia, c'est ceux qui écrivent ou modifient les articles. 14 millions de personnes au total, mais seuls 121 000 sont actifs tous les mois. S'il fallait payer, sachant qu'ils travaillent 10 heures par mois en moyenne, ça coûterait près de 500 millions de dollars par an. Ensuite, le statut d'association présente d'autres avantages, comme l'exonération d'impôts. 0, voilà, super. Le problème, c'est que l'argent n'appartient à personne, même pas aux fondateurs. La notion de part n'existe pas. Vous ne pouvez pas les vendre ni toucher de dividendes. Impossible de vous rémunérer en tant qu'actionnaire. Du coup, ça sert pas à grand chose d'avoir un giga bénéfice. Alors ils investissent. Beaucoup. Wikimedia, c'est 198 millions de dollars d'actifs nets. Ça représente tout ce que la fondation possède. La trésorerie, l'immobilier, les investissements, de quoi faire tourner leur serveur pendant les 70 prochaines années, même s'ils reçoivent plus rien. Vous l'aurez compris, Wikipédia est bien loin de mettre la clé sous la porte. On pourrait trouver ça vertueux, mais il y a quelque chose qu'on vous a pas dit. Wikimedia Foundation se débarrasse littéralement de leurs bénéfices à coup de salaires très généreux. Ça, c'est un tableau de la rémunération des plus gros employés, tous payés en centaines de milliers de dollars. Les 8 premiers réunis coûtent plus cher que l'hébergement annuel de toute la plateforme. Évidemment, vous devez trouver ça immoral de continuer à récolter des dons si c'est pour finalement jeter de l'argent par les fenêtres. Mais en réalité, ils ont pas trop le choix. 96% des revenus de Wikipédia viennent des dons. C'est littéralement tout ce sur quoi la plateforme tient. Maintenant, imaginez les conséquences si Wikipédia disait « Ouais, bof, en fait, on n'a pas vraiment besoin de votre argent, on est trop riche. » Chute des revenus, refonte du budget, instabilité. On peut pas demander à la plus grande encyclopédie de l'histoire de l'humanité de se tirer une balle dans le pied pour être un chouïa plus éthique. Surtout qu'ils font face actuellement à un nouveau défi. Énormément de grandes boîtes surexploitent la base de données de Wikipédia. Moteurs de recherche, assistants vocaux, modèles d'IA, ils sont un pilier dans le monde de la tech. Mais à cause de leur statut d'association, impossible de monnayer ça. Il y a bien quelques ruses pour passer outre, mais le statu quo ne convient à personne. Alors la maison mère a discrètement lancé un nouveau projet, qui pourrait bien renverser la tendance. Wikipédia veut te faire payer.
Wikipédia, c'est 87% des premiers résultats Google sur presque tous les sujets mainstream. Leur base de données est immense, sourcée et relativement fiable. Ça en fait un produit d'exception. Les infobox en haut de votre page de recherche, les onglets contrant la désinformation, les assistants vocaux, l'entraînement de modèles d'IA comme ChatGPT, tous pompent Wikipédia sans vergogne. Wikipédia, c'est de l'or gratuit. Certains se montrent quand même reconnaissants, comme Google qui a déjà donné pour environ 10 millions de dollars. C'est bien, mais non seulement c'est réparti sur plus de 10 ans, mais surtout ça reste une exception. De l'autre côté, les entreprises se disent plutôt mal à l'aise d'entretenir des relations implicites basées sur la donation. Et elles préféraient des contrats explicites de paiement contre un service. Alors la Wikimedia Foundation les a entendus et lance Wikimedia Enterprise en 2021, sa filiale à but lucratif. Ils ont pour objectif de répondre à un problème, simplifier l'utilisation de leurs données. En gros, de base, pour exploiter leur base de données, il suffit pas de la brancher à son service. C'est assez galère, donc les entreprises développent des outils spécialisés. Wikimedia Enterprise lance donc des API web qui te connectent directement aux données. C'est sympa, mais est-ce que ça marche? C'est un peu compliqué. Ça fait 2 ans que c'est sur le marché et ça tourne aux alentours des 3 millions de dollars en chiffre d'affaires, en déficit de 750 000 dollars la première année et 432 000 la seconde. Mais si l'idée était aussi géniale, pourquoi ça floppe? Déjà, c'est un lancement, donc normal que ça rame un peu au début. Ensuite, ils ont un énorme concurrent, présent sur le marché depuis des années, qui casse tous les prix. Oui, la version gratuite. Les données de Wikimedia Foundation sont toujours en libre accès, même pour des usages commerciaux. D'un côté, c'est terrible, et d'un autre, énorme flex d'être son propre concurrent. Après, c'est loin d'être un fiasco total. Ça peut très bien devenir rentable dans le futur. Mais c'est vrai qu'actuellement, ils sont dans une situation où le produit est ni suffisamment accessible pour les petites entreprises, ni suffisamment abouti pour les géants. Maintenant, une question se pose. Si les revenus de la fondation dépassent largement leurs besoins et que l'entreprise commence à faire du profit, est-ce que ça a toujours un sens moral et juridique de ne pas payer les bénévoles, ceux qui font tout le travail gratuitement? La question s'entend, mais ça semble impossible de faire autrement. Comme on l'a dit plus tôt, c'est des millions d'humains qui ont contribué à la grandeur de Wikipédia. Alors payer, ça veut aussi dire sélectionner. Quelles seraient les conséquences sur le panel de sujets traités? Et payer, c'est aussi ajouter une intention. Il y a déjà un peu de vandalisme sur Wikipédia, mais ce qui rend le truc sain, dans l'ensemble, c'est justement que les gens contribuent par passion. Combien vont spammer les articles de mauvaise qualité si une dimension financière s'ajoute? Au final, payer, c'est pas juste faire croquer, mais briser en partie le système qui a rendu Wikipédia si performant. Tellement performant que c'est devenu, et de très loin, la plus grande encyclopédie de l'histoire. Tellement performant qu'ils ont acquis en quelque sorte le monopole du savoir. Et les responsabilités sont immenses. Wikipédia est trop gros pour être géré par des humains. Wikipédia, ça ressemble à ça. Chacun de ces 6 millions de points représente un article, et chacune de ces 200 millions de lignes une connexion. Quasiment tous les articles de Wikipédia sont interconnectés par un certain nombre de liens. Il y a des exceptions, mais en gros dites-vous qu'en à peine 6 clics, vous pouvez aller d'un bout à l'autre de l'encyclopédie. Il y a même une discipline qui est née de ça, le wiki racing. 2 personnes s'affrontent pour savoir qui ira d'un article prédéfini à un autre en cliquant sur le moins de liens possible. Par exemple, à la finale de la Wikimania 2023 à Singapour, les participants devaient relier avec le moins de clics possible la page Stoopwaffle, une espèce de gaufre au sirop, et celle de Jimmy Wales, un homme d'affaires américain. Et même si la discipline reste discrète et communautaire, le gagnant n'a pas hésité à dire qu'il s'était entraîné toute sa vie pour ce moment. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit jeu, en cliquant en boucle sur le premier lien d'une page Wikipédia, vous avez 97% de chance de finir par tomber sur philosophie. Bref, Wikipédia est immense, vraiment très largement plus grand que n'importe quelle encyclopédie dans l'histoire humaine. L'ancienne leader, c'était la Britannica. 130 000 articles en anglais, ajoutés petit à petit sur plus de 239 ans. Impressionnant, mais clairement plus haut niveau. Non seulement la partie anglophone de Wikipédia est 52 fois plus vaste, du haut de ses 6,8 millions d'articles, mais surtout, Wikipédia continue de croître de 2 fois la taille de la Britannica, chaque année. Ils n'ont pas juste surpassé l'ex plus grande encyclopédie du monde, la technologie l'a propulsé à une autre échelle. Un niveau tout simplement incomparable. En plus de ça, être sur internet rend la plateforme plus accessible et son influence est donc fortement démultipliée. Le site seul reçoit plus de 3000 visites chaque seconde. C'est énorme et ça représente même pas sa réelle influence. Parce que comme on l'a vu, Google, Siri, Alexa, ChatGPT, partout où vous posez une question, Wikipédia est là. Forcément, ça vient avec son lot de responsabilités et des problématiques qui semblent insolvables. Déjà, il y a la question des biais chez les contributeurs. 90% sont des hommes, quasi tous sont occidentaux et majoritairement
majoritairement anglophones. Ça crée des disparités sur la variété de sujets traités, notamment géographiquement où les pays du Nord sont très largement plus représentés que les pays du Sud. Mais même à l'échelle occidentale, certains estiment que la surreprésentation d'universitaires parmi les éditeurs peut impacter le traitement de sujets politiques, notamment en faveur d'idéologies libérales ou progressistes. Ça peut sembler être des petits détails, mais quand t'es la source de vérité sur laquelle se basent tous les relayeurs, ça prend tout de suite une autre ampleur. Sauf qu'encore une fois, le système même de Wikipédia fonctionne de manière organique. Essayer de forcer des gens à devenir contributeurs, ça marche pas. Forcer les contributeurs à traiter des sujets qui ne les intéressent pas, non plus. Et diminuer artificiellement la proportion d'hommes d'anglophones ou d'universitaires, ça a tout simplement pas de sens. Alors ils ont déjà essayé de renverser la tendance, avec par exemple AfroCrowd, un projet qui a pour but d'organiser des éditatons pour des membres de la communauté africaine. Une organisation basée à New York, étonnamment, qui malgré ses bonnes intentions, n'aura quasi aucun impact sur la problématique. Évidemment, la grande majorité des éditeurs actifs chez AfroCrowd étaient déjà éditeurs avant de rejoindre le collectif. Mais au-delà des questions de représentation, les contributeurs, c'est des humains, donc forcément pas tous d'accord. Et chacun veut imposer ses idées. On peut voir par exemple plusieurs articles liés à des conflits historiques, comme la Palestine ou la Crimée, être la source de guerres d'édition entre les wikipédiens. Les articles peuvent être supprimés ou édités plusieurs fois par jour, et ça peut durer des années. Alors forcément, les gens les plus qualifiés n'ont pas le temps de s'en occuper. Surtout que certains conflits perdurent souvent entre micro-communautés, loin du regard des modérateurs. Bien sûr, Wikipédia est très à cheval sur la véracité des articles, mais la ligne est floue entre ce qu'on peut considérer comme une source viable ou non. Les journaux, souvent utilisés, ne sont pas neutres politiquement, et sans aller diffuser des fake news, ils peuvent orienter l'information, omettre certains éléments du camp adverse ou remettre en question la fiabilité de leurs sources. Bref, actuellement, la méthode de fonctionnement de Wikipédia, c'est laisser faire les passionnés et les choses se régleront d'elles-mêmes. Mais qu'on devient aussi important dans la vie de 6 milliards d'humains, est-ce moral? Pour vous expliquer comment ça marche, en gros, il y a une hiérarchie. Tous les éditeurs n'ont pas les mêmes droits. Au début, personne n'a confiance en toi. T'es ultra fiqué, tu peux modifier tout au plus quelques mots sur les articles les moins protégés. Bref, t'es pas prêt de changer le monde. Mais à ta 500e édition, les choses s'arrangent. Tu deviens directement Extended Confirmed. Bravo, tu fais partie du top 3% des éditeurs enregistrés. Tu peux maintenant modifier tous les articles, en créer autant que tu veux et avoir accès à des nouveaux outils en fonction de ta spécialité. Par exemple, si tu luttes contre le vandalisme, tu peux devenir rollbacker et supprimer des modifications d'articles à la chaîne sans demander de vérification. Même parmi les Extended, tout le monde n'a pas accès à ces rôles. C'est là que tu commences à avoir un réel poids dans les guerres d'édition. Mais tu n'es pas encore en haut de la chaîne alimentaire. Au-dessus de toi, les administrateurs. Le top 0,04% de la communauté. Grossièrement, ils ont les pleins pouvoirs sur l'édition d'articles, peuvent bloquer des utilisateurs, supprimer des pages ou ajouter des protections renforcées sur certains articles. Pour devenir admin, il y a une seule porte d'entrée, être validé par les bureaucrates. 21 personnes dans la communauté anglophone qui ont le pouvoir de gérer les administrateurs. Si je précise anglophone, c'est parce que juste au-dessus, il y a les stewards, le nec plus ultra. 37 bureaucrates dans le monde qui exercent leur pouvoir sur toute la plateforme, à travers toutes les langues et tous les continents. Ces gens sont les gestionnaires mondiaux de la plus grosse centralisation de savoir de l'histoire. Ils peuvent influencer l'opinion publique et donc la politique, l'économie, la guerre, les réglementations, bref, l'humanité. Bien sûr, je grossis le trait, mais vous avez compris. Et vous voulez savoir le plus drôle? Ils sont même pas payés. Des bénévoles complètement indépendants de la Wikimedia Foundation, vous pouvez probablement devenir steward sans jamais passer le moindre entretien. Ils sont tout simplement élus par la communauté. Bien sûr, c'est un pouvoir alléchant. Des groupes ou des gouvernements peuvent être tentés d'infiltrer cette hiérarchie. Il y avait eu un scandale d'ailleurs en France où Wikipédia a dû bloquer l'IP du ministère de l'Intérieur à cause du vandalisme. Bon, vraiment pas discret pour le coup. Mais prenons le cas de Julian Assange, fondateur de Wikileaks qui a mis à jour des scandales d'espionnage américain. La guerre d'édition a été si forte qu'il y a des articles Wikipédia dédiés à ça. Et on a remarqué que ces déboires judiciaires personnels, notamment une accusation de VSS classée sans suite, prenaient beaucoup plus de place que sa lutte pour la liberté d'expression. Pas besoin de mentir pour discréditer quelqu'un, suffit de donner plus d'importance à la part d'ombre. On commencera la description par un fait gênant et tout le reste de la lecture sera impacté. Un article montre comment la modération a accepté le retrait de passages compromettants de la biographie de certains démocrates, juste après leur nomination dans l'équipe présidentielle de Kamala Harris, en jouant sur la non-viabilité supposée des sources pourtant pléthoriques. Une étude de la Manhattan Institute s'est penchée sur plus de 1628 articles politiquement connotés. Sans surprise, Goebbels c'est très négatif, alors que Nelson Mandela a des termes orientés vers la compassion. Même s'il a été condamné, qu'il a indirectement tué des gens, qu'il a fait de la prison toute sa vie et que jusqu'en 2008, il était sur la liste des terroristes
terroriste recherché. Évidemment, c'est un héros de la lutte contre l'oppression, mais c'est pas le sujet. Le fait qu'on ait réussi à détecter un biais positif aussi marqué, c'est bien la preuve que l'encyclopédie est influencée par nos perceptions et nos valeurs d'aujourd'hui. C'est pour ça que la page de Trump a un traitement bien plus négatif que celle d'Obama, même si dans tous les exemples traités, c'est loin d'être aussi marqué. Ça reste gênant parce que les intelligences artificielles sont entraînées dessus, et dans des millénaires, les biais d'aujourd'hui seront peut-être les vérités réifiées de demain. C'est une conséquence fondamentale de l'organique. Mais sortir de l'organique, ce serait briser l'essence même de Wikipédia. Alors quoi, on est face à un mur infranchissable? Depuis quelque temps, Elon Musk s'attaque à la plateforme, la jugeant sous l'emprise d'activistes woke. Il leur lance régulièrement des pics, appelle les gens à arrêter de subventionner la plateforme, et en octobre 2023, il tweet qu'il est prêt à donner $1 milliard à Wikipédia s'il se renomme Dikipédia. Et c'est un move terrible. Oui, il y a une légère orientation politique, comme l'ont montré les études, mais la mettre au milieu du ring politique, polariser les opinions, c'est augmenter les risques de vandalisme. On s'attaque à la connaissance et au futur. Si une grande partie du chiffre d'affaires de la plateforme est destinée au DEI, à la promotion de la diversité, c'est parce que Wikipédia connaît ses problèmes de représentation dans les écrits. Et quand on a la responsabilité en quasi monopole d'écrire le savoir du monde entier, d'être la base d'entraînement des IA de demain, c'est plutôt rassurant de se poser ces questions, non? C'est le devoir moral de la plateforme de limiter ses biais. Mais tant qu'il y aura des humains dans l'équation, ça semble impossible. Du coup, certains se demandent s'il faudrait pas faire sans. Il faudrait quelque chose de nouveau et d'innovant qui peut écrire un grand nombre d'articles à partir d'une immense base de connaissances, sans biais et sans arrière-pensée. Début 2021, un contributeur, Barkeep49, commence à étudier les capacités de GPT-3 pour écrire des articles. Résultat, absolument pas fiable. Il hallucine, mélange les faits, cite des sources douteuses, mais le contributeur reste impressionné par le potentiel de cette technologie. Il prédit alors qu'un jour, même si ça peut prendre du temps, une encyclopédie basée sur la rédaction par intelligence artificielle remplacera Wikipédia, de la même manière que Wikipédia a remplacé son prédécesseur, par un système plus efficace, plus sûr, avec moins de contraintes. Il reprend la parole plus récemment après l'arrivée des nouveaux modèles, et d'après lui, Wikipédia tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a plus que quelques années devant lui. Un comble quand on sait que beaucoup affirment que GPT n'aurait jamais pu connaître un succès équivalent s'il n'avait pas bénéficié des données de Wikipédia. L'élève serait-il sur le point de dépasser le maître? Aujourd'hui, Wikipédia développe déjà des outils d'IA pour aider ses contributeurs et prévenir du vandalisme. Mais la naissance d'articles entièrement générés par IA commence à être envisagée. Le problème, c'est que l'IA ne comprend pas réellement ce qu'elle dit. Elle se repose sur des systèmes probabilistes. Alors, sur un grand nombre d'articles, il y aura forcément des erreurs. Il faut garder une part de vérification humaine, mais on ne saura peut-être pas tenir le rythme. Et on risque de laisser les sujets les moins populaires truffés d'erreurs. Ouais, vu l'influence de la plateforme, ça peut faire peur. De toute façon, si c'est pas Wikipédia qui le fait, ce sera un autre. C'est qu'une question de temps. Sauf qu'on parle pas juste d'un site, mais de la vérité elle-même. Une vérité reconnue comme absolue. Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. C'est pour ça qu'un groupe de contributeurs a déjà lancé Wikiproject AI Cleanup. Contrairement à ce que son nom indique, son objectif n'est pas d'interdire ou de restreindre l'utilisation par IA, mais plutôt de s'assurer que les articles qu'il utilise correspondent aux normes. On le sent bien, on est proche d'un point d'inflexion. Alors on peut se demander à quoi ça va ressembler dans le futur. Si Wikipédia intègre totalement l'IA et se met donc à générer des articles sur absolument tout ce qui est documenté dans le monde, dans absolument toutes les langues, alors difficile d'imaginer quelque chose de plus efficace. Wikipédia pourrait devenir la première encyclopédie mondiale pour l'éternité. Sauf que si la fréquence de génération d'articles dépasse largement le rythme de la vérification humaine, combien de temps nous faudra-t-il pour prendre conscience du problème? Submergé d'une fausse vérité créée par la machine, impossible de retourner en arrière tant le chemin parcouru et l'édifice bâti dépassent l'entendement humain. Il n'y a aucune solution. Merci à CyberGhostVPN de sponsoriser cette vidéo. Protégez vos données, débloquez vos services préférés et économisez. 83% de réduction et 4 mois gratuits en cliquant sur le lien en description.